Bonjour et bienvenue dans Co-Leaders for Africa podcast, dans cet épisode de notre édition santé sur la grande scène du Future Hospital for le GITEX Future of Health. Nous avons clôturé la journée ensemble avec Dr Sall, mon invité d'aujourd'hui. Il a partagé devant des centaines de personnes sa vision de la santé du continent. Et aujourd'hui, dans une autre conversation, plus intime, plus longue, plus libre, nous allons pouvoir partager et inspirer notre audience sur notre podcast. Professeur Sall porte non seulement l'histoire du Sénégal, il porte l'histoire d'un continent. Donc imaginez un enfant du Sénégal qui devient virologue, qui rejoint l'Institut Pasteur de Dakar en 1993 comme stagiaire de recherche, qui gravit tous les échelons, assistant, chercheur, directeur scientifique et qui devient en 2016 le premier Africain noir à diriger cette institution centenaire fondée en 1924. Et qui, en juin 2025, choisit de partir vers un nouvel univers, non pas pour se reposer, mais pour rejoindre Londres et piloter depuis là la stratégie mondiale de fabrication vaccinale de CEPI, la coalition née après Ebola pour préparer le monde aux pandémies. Un Africain qui ne demande plus une place à la table mondiale, un Africain qui préside désormais l'une des tables mondiales. Je suis ravie de le recevoir aujourd'hui, Dr Amadou Alpha Sall. C'est un immense honneur de vous avoir parmi nous. Après la clôture du GITEX Future of Health à Casablanca, sur cet nouvel épisode Future of Health sur Co-Leaders for Africa. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, donc, le magazine Nature, je l'avais mentionné l'autre jour, il vous a appelé l'ambassadeur des vaccins, l'ambassadeur ou le chef diplomate africain de la fabrication des vaccins. Là, aujourd'hui, je suis intriguée, je suis surprise et surtout, je suis curieuse de savoir un petit peu plus à travers la lecture de votre parcours extraordinaire. Donc, celle d'un bâtisseur de souveraineté, si l'on puisse dire. Vous êtes le défenseur de la souveraineté de la santé en Afrique depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, vous êtes en train de construire avec le monde pour la santé mondiale, avec des dirigeants, avec des investisseurs, avec des politiques, pour améliorer et pour innover dans le monde de la santé. Donc, alors, je vous propose, dans ce temps de cette conversation, de remonter ensemble votre trajectoire. Pas celle, bien sûr, des titres. On en a parlé l'autre jour. On aimerait bien écouter les parcours de leader que vous portez au-delà des titres, celle de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariam, pour cette invitation. Et c'est pour moi un plaisir renouvelé de vous retrouver après le GITEX, où nous avons une conversation très enrichissante et que j'ai trouvée très intéressante. Et merci aussi de me donner l'opportunité de m'adresser à tous vos auditeurs et auditrices, parce que pour moi, le travail que vous faites est extraordinairement important, de pouvoir parler de notre continent, de pouvoir parler à son futur à travers les jeunes, et de pouvoir aussi changer le monde, parce que c'est quelque chose qui a toujours été pour moi quelque chose de très important. Et donc, je vous remercie pour le travail que vous faites en matière de leadership, parce que je pense que c'est important pour le futur du continent et du monde. Merci, docteur. Effectivement, ce mouvement, si je puis le nommer ainsi, le mouvement de Co-Leaders for Africa, il se veut porter une vision panafricaine, mais aussi pour construire un futur durable et connecté. Et on porte un message très important. On croit vraiment profondément que big dreams are still in Africa. Les plus grands rêves sont toujours en Afrique. Et donc, du coup, avec votre parcours, avec CEPI, avant, il y avait l'Institut Pasteur. Avant les vaccins, avant les épidémies, il y a eu l'enfant du Sénégal. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce parcours? Le parcours du médecin, le parcours de la science, le parcours des vaccins, en tout cas le monde des vaccins. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce parcours-là? Alors, merci, c'est une question très importante et intéressante. Mais peut-être avant d'y aller, une des choses que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de big dreams. Les grands rêves, à mon avis, c'est ça qui est un moteur.
Et pour revenir à votre question, moi, une de mes premières sources d'inspiration, elle est familiale. J'ai une maman qui était une serial entrepreneur et qui est une femme extraordinaire, qui a élevé 12 enfants. Donc chez nous, il y a 2 générations. Mais qui, sans avoir fait un jour à l'école, a bâti 4 ou 5 entreprises qui sont devenues de très grands succès. Parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle avait des idées, et surtout, elle avait toujours eu des rêves très importants de changer. Donc, quand on a une mère comme ça, qui monte des entreprises, une pour faire des habits de bébé, un autre pour un restaurant, après montrer une ferme dans l'immobilier, et progressivement. Et grâce à cela, a pu éduquer 12 enfants. On a fait, bien qu'elle n'ait pas fait des études, la personne la moins éduquée dans sa famille à un niveau de master. Ça vous inspire et ça vous motive. Partant de là, qu'est-ce que moi m'a fait aimer la science? C'est que très vite, toujours en lien avec ma mère avait un restaurant. Et en Afrique, quand vous avez un restaurant, nos parents, quand ils étaient hospitalisés à l'hôpital, une de mes tâches était de leur apporter à manger. Et donc, tous les jours, quand je venais de l'école et qu'on avait des parents hospitalisés, je devais prendre le repas, aller le déposer pour voir le malade, pour qu'il puisse manger sa famille. Et je revenais continuer, aider ma mère et après aller à l'école. Et j'étais fasciné par le fait que, au bout d'un certain temps, j'étais très marqué par les gens que je voyais. J'étais quasiment arrivé à un niveau où je pouvais voir qui allait mieux, qui allait s'en sortir, etc. Et je pense de façon inconsciente. J'ai été inspiré par ça. Et deuxièmement, une de mes sœurs dans ma famille est professeure de médecine. Et j'étais très marqué le jour de sa soutenance de thèse, qu'en récitant le serment de Galien, qu'elle était tout en sanglots. Et quand je lui ai dit pourquoi elle était en sanglots, elle me disait qu'elle était très... Elle prenait un serment pour entrer dans la vie. Et j'ai trouvé cette passion importante. Et enfin, la dernière source d'inspiration, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les bandes dessinées. Et une d'entre elles parlait d'un médecin qui s'appelait à l'époque le docteur Justice et qui allait à travers le monde sauver des enfants dans des épidémies. Et je pense que quand on combine tout ça, ça m'a influencé, mais peut-être de façon inconsciente. Cela dit, à l'école, j'aimais beaucoup les sciences, la biologie en particulier. Mon parcours initial, je voulais faire de l'aéronautique. Et par un curieux hasard de circonstances, je me suis retrouvé à faire de la biologie. Et je pense que, comme me dit un de mes amis, Dieu, c'est ce qu'on appelle le hasard, c'est quand il veut voyager en inconnu. Et c'est lui qui m'a orienté, je pense. C'est comme ça que je suis devenu biologiste et virologue. Wow, amazing. Votre maman, elle a bien planté sa graine. Donc, ça fait plaisir. Et surtout, comme vous l'avez bien dit, bien sûr, nos mères nous inspirent tous. Je pense que le rôle des mamans, parfois, il est mis de côté dans nos écosystèmes et dans nos sociétés panafricaines, alors que c'est le pilier, c'est la personne la plus importante dans un foyer et qui, justement, peut inspirer plus que d'un. Elle commence par ses enfants et puis par la suite par son entourage. Et vous l'avez super bien partagé. Et bravo, chapeau à votre maman. Longue vie à elle. Franchement, elle m'inspire, moi, en tant que mère aussi. Je pense que c'est un des meilleurs exemples que l'on peut avoir pour s'inspirer à travers ce parcours. Et donc... bien sûr, ce parcours-là que vous avez eu, il a commencé en Afrique et je vois bien à travers le cheminement que vous avez eu résolument international, Oxford pour le doctorat, l'Institut Pasteur de Paris ensuite et le Cambodge pour diriger un laboratoire entre 2002 et 2004 et puis Dakar. Donc à chaque étape, vous aurez pu rester et vous êtes revenu à chaque fois en Afrique. Donc à chaque fois, pourquoi ? Alors, ce qui m'a toujours fait revenir en Afrique, c'est que depuis le début, pour moi, mon rôle et ce qui m'intéressait, c'est de faire de l'impact en Afrique et au niveau de ma communauté. Et j'ai eu beaucoup de chance pendant que je faisais mes études supérieures. J'étais pas très passionné par les cours d'université et j'avais demandé à un monsieur très gentil de m'accueillir dans son laboratoire à l'Institut Pasteur à Paris. Il a accepté et comme mon travail là-bas s'est très très bien passé, il m'a aidé à aller aux États-Unis, continuer à travailler dans des laboratoires. Et ce que j'aimais dans l'idée de l'Institut Pasteur, c'est que lui, Pasteur, avait cette idée formidable de penser que les meilleurs de ses élèves devaient aller conquérir le monde et apporter la science dans les endroits où vraiment ça peut faire de l'impact. Et c'est comme ça que le réseau des Instituts Pasteur, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 4 ans, juste avant de quitter mon dernier poste, est cet outil formidable qui, dans le monde, partout, apporte de la science dans le but de faire de la santé avec 4 grandes choses qui sont essentielles pour moi en science. La première, former les gens. La deuxième, faire de la science très pointue,
Mais la troisième, traduire cette science en impact, qui est très, très importante. Et la quatrième chose, une fois que l'impact est là, de créer une certaine pérennité. Et donc, dans mon parcours, c'est ça qui a toujours guidé les choses. Revenir en Afrique pour avoir de l'impact. Et donc, quand je suis venu à l'Institut Pasteur, la raison pour laquelle j'ai choisi l'Institut Pasteur, c'est qu'il me donnait cette possibilité d'aller dans différents endroits du monde, en gardant toujours mon poste, et aller dans différents endroits. Et à l'Institut Pasteur, vous faites ces 4 différentes choses. Vous enseignez, vous faites de la recherche, vous faites de la santé publique, et aussi vous faites de l'activité industrielle. Et donc, moi, très vite, j'ai fait ces 4 activités en même temps, partout et tout le temps, dans différents endroits du monde. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé à avoir la vision du monde que j'ai. Mais pour moi, l'Afrique a toujours été le centre et le cœur. Chaque fois, j'allais apprendre quelque chose pour le ramener en Afrique et voir comment cela pourrait aider notre continent et comment on pourrait aider les populations avec lesquelles nous travaillons. Mon travail de chercheur m'a très vite amené à faire beaucoup de sciences, comme vous dites à Oxford, très fondamentales, mais qui en Afrique s'est révélé être... Je suis arrivé trop tôt, cette technologie n'était pas encore là. Et donc, pour me rendre utile, je suis allé aider dans des épidémies. Et finalement, dans les épidémies, j'ai vu que les technologies pointues pouvaient avoir un grand rôle dans ces épidémies. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connecter le monde de la science fondamentale pour faire des diagnostics, pour comprendre comment évoluent les virus et comment cela peut avoir un impact sur la façon de faire des diagnostics, des vaccins et des médicaments. Oh, magnifique. Et en vous écoutant, j'entends des mots qui m'inspirent et qui m'ont toujours inspiré. Donc, impacter, former, partager. Bien sûr, il y a l'innovation, le volet le plus important, je pense, qui est aujourd'hui qui est clé dans le monde de la santé. Donc, vous étiez toujours à la recherche de l'innovation pour la faire ramener en Afrique. Et je trouve ça très, très inspirant et très courageux aussi de votre part. Parce que, comme on le sait pertinemment, en tant que jeune leader africain, c'est pas toujours facile de trouver sa place dans des écosystèmes à l'international et surtout des écosystèmes scientifiques, des laboratoires ou des universités. Et ça, c'est un très, très grand honneur. Et je me posais aussi une question. Est-ce qu'il y a eu une tentation, un moment de rester à l'étranger? Et qu'est-ce qui a tranché chez vous pour revenir à chaque fois au pays? Oui, bien sûr, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur 4 continents et dans des endroits où il faut vraiment bien vivre et sur lesquels les carrières scientifiques peuvent être extrêmement prestigieuses, que ce soit au Cambodge, que ce soit aux États-Unis à l'Université de Columbia, que ce soit à Oxford, que ce soit en France. Mais ce que je me rendais compte, c'est que quels que soient les endroits où j'allais, chaque fois que je revenais en Afrique, j'apprenais énormément plus dans ces endroits en Afrique et énormément plus des communautés. C'est-à-dire que comme j'ai investigué les épidémies, souvent le soir, je m'asseyais avec nos équipes et on discutait avec les gens avec qui on travaillait, on discutait avec les communautés qu'on voulait aider. Et chaque fois, en les écoutant de façon très attentive, j'apprenais des choses qui servaient les recherches et qui étaient complètement ignorées par ces grands laboratoires de savants, par ces grandes universités. Et chaque fois qu'on arrivait un peu à partir de ce qu'ils nous disaient et qu'on pouvait les amener dans ces hauts sommets de l'innovation, je me rendais compte non seulement qu'on trouvait une solution aux problèmes de ces gens-là, mais on trouvait des solutions qui étaient globales. Et donc, ça, chaque fois que j'ai pensé à rester à l'étranger, c'était la première raison qui me disait, mais je vais pas être impactant ici, je vais moins apprendre. La science qu'ils font ici, je peux la trouver partout. Par contre, ce que me disent ces communautés, l'échange qu'on a sur le plan humain, la motivation que ça apporte, la perspective de la façon de résoudre les problèmes, je ne l'ai vu nulle part. Et je sais que je suis allé dans beaucoup de pays dans le monde. Et là où j'ai appris le plus, c'est auprès des communautés. Et la deuxième raison, elle est purement familiale. J'aime beaucoup vivre en Afrique. J'adore tous les continents. J'ai eu l'occasion de les visiter tous. Dans mon travail, j'ai fait énormément de pays. Mais en Afrique, je me sens très bien. Le deuxième pays où je me sens beaucoup, vraiment chez moi aussi, c'est le Brésil. Mais d'une manière générale, j'aime beaucoup, beaucoup être en Afrique. Je connecte mieux avec les gens, l'échange. Et comme je dis, je me sens utile. Beaucoup plus utile. J'avais un ami péruvien qui me disait, quand on était étudiant, vous savez, à un moment, Amadou, on va devoir choisir, est-ce qu'on veut être la tête de la souris ou la queue du lion? Et je pense qu'il avait raison. En Afrique, on peut influer dans sa position de leadership, alors que dans les autres endroits, il y a suffisamment de monde, la compétition est certes féroce, mais l'impact, il est minime.
se sentir utile. Je retiens ce mot. C'est votre instinct, bien sûr, le lion de la Teranga qui cherche et qui revient sur son territoire pour s'assurer que tout va bien et qu'il est utile à son pays, à sa communauté, à son continent. Très, très intéressant. Je pensais à la nuit en faisant d'une certaine manière. Au moment où vous deviez prendre une décision très importante, j'imagine la nuit de juin 2025, où vous êtes encore directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, et vous avez signé votre départ. Donc, le lendemain matin, vous avez quitté la maison où vous étiez comme stagiaire depuis 1993, où vous avez évolué à tous les échelons, tous les niveaux. Donc, 32 ans en une seule institution, quand même, à gravir tous ces échelons. Et ce départ qui est aussi un nouveau départ à Londres à 58 ans. C'est bien ça? Donc, à quoi vous avez pensé cette nuit-là et comment vous avez pris ces décisions? Alors, j'ai pris cette décision sur la base de 2 facteurs. Un facteur, bien évidemment, purement personnel, où quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour de la boucle. J'ai pendant des années formé des étudiants, j'ai essayé d'apporter tout ce que j'ai pu. Je suis arrivé au niveau le plus élevé où je peux servir mon institution. Pendant la crise Covid, construit 3 usines, on a aidé à soigner beaucoup de gens. Et je me suis dit, il est temps de laisser la place aux autres, parce que quand vous avez dirigé une institution pendant 9-10 ans, vous devez faire de la place, non seulement aux autres, mais que les jeunes que vous avez formés, qui sont devenus maintenant excellents, qui s'émancipent. Et donc, ça a été un driver extrêmement important, parce que je pense qu'une des caractéristiques du leadership, c'est de faire grandir les gens avec lesquels on travaille. Et pour moi, ça, c'est vraiment essentiel, la partie transmission. Et donc, je suis resté toujours excellent terme avec mes étudiants, mes amis, mes anciens collaborateurs, mes collègues. Et ce jour-là, j'étais triste de les quitter sur la partie humaine, mais je pense que pour le futur de l'institution, leur futur à eux, je pense que c'était une très bonne décision. Et la deuxième était familiale. Quand on en a discuté en famille, avec mon épouse et mes enfants, on a pensé que c'était une bonne chose. Qu'on arrivait à un âge où c'était intéressant que l'expérience que nous avions acquise au niveau de l'Afrique puisse servir d'autres continents, puisse servir une vision mondiale. Et CEPI me donnait cette opportunité, puisque j'avais travaillé dans le monde des vaccins à différents niveaux, dans le monde des épidémies, comment préparer le monde, comment aider les différents continents à avoir les vaccins épidémiques pour les protéger, pour que le monde soit plus sûr, et comment bâtir une résilience en Afrique. J'ai trouvé ça, que c'était quelque chose d'intéressant, parce que pour être très franc avec vous, j'ai envisagé de m'arrêter, d'aller à la retraite, parce que c'est un travail fatigant, éprouvant. Mais je trouvais que c'était une bonne occasion. Et une des choses qui m'a peut-être inspiré de façon inconsciente, il y a quelques années, j'étais allé à Cape Town, et j'ai visité l'île où Mandela a été incarcéré. Et donc, je suis avec un des gardes parce qu'on regardait, et il me racontait un peu que M. Mandela aimait beaucoup un poème qui s'appelle Invictus, qui veut dire invincible. Et ce poème, c'est vraiment un poème qui traduit tout ce qui est résilience. C'est un poème qui est écrit par quelqu'un qui est malade, qui est couché qui a la tête qui lui fait mal, qui a la jambe coupée, et qui parle de comment il va conquérir le monde. Et il finit ce poème en disant « Je vais être le maître de mon destin, je vais être le capitaine de mon âme ». Et il paraît que M. Mandela, cela l'a beaucoup inspiré. Quand on dit « Je vais être maître de mon destin », on veut vraiment s'assurer qu'on influe sur le futur. Par contre, quand il dit « Je vais être capitaine de mon âme », il disait par là, je veux pas, parce que j'ai connu de grosses difficultés, avoir de la rancœur. Je vais quand même faire du partenariat avec les gens. Je vais aimer mes anciens ennemis. Et quand on a connu la Covid, où l'Afrique était un peu abandonnée pour les vaccins, etc., on a bâti des projets qui ont été faits par toutes les nations qu'on accusait de nationalisme, etc. Et donc, pour moi, cette idée de résilience qui se bâtit au niveau mondial, en faisant venir tout le monde autour d'une table, en les aidant, je me suis dit, à CEPI, je vais avoir une occasion de prolonger le travail que j'ai fait et aussi de rester dans cette idée que la résilience se bâtit en étant maître de son destin, mais en étant aussi le capitaine de son âme. Il y a un philosophe sénégalais qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne qui parle beaucoup de Ubuntu comme le fait de faire humanité ensemble. Et quand on parle de santé et qu'on travaille ensemble à résoudre des problèmes,
qui vont changer le monde dans le domaine de la santé. Pour moi, on fait de l'Ubuntu, on fait humanité ensemble. Des chercheurs de partout dans le monde trouvent des solutions, des vaccins qui vont rendre notre monde plus sûr, qui va soigner des gens et qui va faire que quand un vaccin qui est fabriqué en Inde, qui a été développé en Australie ou à Londres, vaccine un enfant africain, ou qu'un Africain trouve un virus qui va servir à faire des vaccins aux États-Unis ou ailleurs, nous sommes dans une dynamique où on voit que nous sommes une humanité ensemble. Et j'aime beaucoup cette idée que il faut tout le monde pour faire que le monde soit meilleur et que la science est vraiment le vecteur et le canal par lequel cela passe. C'est de la connaissance, c'est de l'excellence, c'est du partage. Parce que par définition, la science est très collégiale. Et l'Afrique a joué un rôle très important. Je travaillais sur les fièvres hémorragiques, je travaillais sur ce qu'on appelle les virus à conséquences importantes, pour lesquels les contributions africaines ont été phénoménales. Donc c'est là aussi un domaine où l'Afrique excelle. Et j'aime beaucoup cette idée que l'Afrique contribue, l'Afrique dirige, l'Afrique inspire. Wow, très inspirant et je retiens peut-être 2 ou 3 choses particulièrement. Donc Ubuntu qui représente l'humanisation, ou travailler tous ensemble pour l'intérêt de l'humanité, c'est bien ça. Faire humanité ensemble. Et faire humanité ensemble. Et il y a bien sûr l'exemple de Madiba, vous l'avez excellemment présenté et je vois bien que ça vous a inspiré en termes de résilience et c'est quand même un leader pour plusieurs d'entre nous africains et effectivement l'Institut Pasteur de Dakar à l'époque il venait de remporter le prix d'excellence diamant aux Oscars nationaux de la qualité. Et vous aviez justement créé Madiba, Diatropix, Davax, c'est des vaccins qui ont été développés justement, et l'Afribio Academy pour former, parce que vous avez parlé de passer le flambeau aussi, c'est un geste de leadership très puissant, de décider de quitter votre poste, votre parcours, vos prix, votre, on va dire, souveraineté avec votre expertise et aller vers le savoir. Et vous l'avez bien dit, la science est très importante. Et science sans conscience et cœur ruine de l'âme. C'est un proverbe aussi très très connu, en tout cas qui m'inspire beaucoup. Et je pense que c'est pour cela que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de partager différents styles et visages de leadership et aussi allier ça à la sagesse, parce que je pense que la sagesse et la science sans sagesse ne vont pas très très loin, l'un et l'autre. Donc, magnifique parcours. Et là, je reviens vers le CEPI. Vous êtes maintenant au CEPI depuis quelques mois, je pense 8 mois déjà à peu près. Et à Londres, là, vous voyez le monde de la santé, j'imagine, différemment, sous un autre angle, un peu plus global, un peu plus loin de votre pays d'origine et de votre continent. Donc, j'aimerais bien entendre ce que vous avez découvert là-bas et ce que vous ne voyiez pas avant de partir depuis Dakar. J'aimerais bien savoir un petit peu plus sur votre découverte. Alors, merci beaucoup, parce que CEPI et Londres, c'est un endroit... CEPI est un organisme à but non lucratif, donc une organisation internationale, et qui a cette vision de faire d'un monde où les épidémies ne sont plus une menace. Pour ça, CEPI a décidé d'accélérer tout ce qui est recherche et développement. Vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai été très impliqué dans l'épidémie d'Ebola en 2014, et c'est ce qui a fait que les gens ont pris conscience qu'une crise africaine peut avoir des conséquences extrêmement importantes au niveau mondial, puisque des cas d'Ebola sont allés aux États-Unis, ont créé d'autres cas, etc. Et qu'il était important que ces maladies qui concernaient les pays du Sud et qui étaient dangereux aient des vaccins et soient financés pour qu'ils soient développés. Donc, ce que j'ai découvert en venant à CEPI, que je connaissais un peu parce qu'on avait travaillé pendant que j'étais au Sénégal, c'était que si on a de la ressource et qu'on se fixe l'objectif que CEPI s'est fixé d'accélérer la recherche-développement dans ce qu'on appelle la mission en 100 jours que CEPI a continué à faire connaître, on pourrait, si on l'appliquait à la pandémie précédente, sauver 8 millions de vies. On pourrait économiser énormément d'argent. Et donc, dire qu'on va mettre en place tout un process en termes de comment on développe les vaccins, comment on crée des écosystèmes avec les chercheurs, avec les gouvernements, en coalition avec l'industrie, de manière à ce que la prochaine
pandémie, nous puissions en moins de 100 jours avoir un vaccin et qu'il soit présent partout. J'ai trouvé cette idée fascinante. Donc, ce que j'ai appris là-bas, c'est non seulement cette belle vision, comment on l'a traduit en réalité, mais c'est aussi que la générosité de certains pays permet de faire ça. Mais il m'a fait aussi voir à quel point on n'est pas assez préparé au niveau mondial dans ce domaine, particulièrement dans les pays du Sud. Ouais. Je vous disais lors de notre précédente conversation que 60% des vaccins dans le monde sont faits dans les pays du Sud et 2 vaccins sur 3 viennent d'Inde. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un gros savoir-faire dans les pays du Sud, mais il ne profite pas forcément aux pays du Sud. Ouais. Et pour moi, ce gap est quelque chose que CEPI adresse et quelque chose où on peut contribuer, mais il faut qu'on puisse mettre en lien, en réseau, les pays du Sud. Au Brésil, ils font un travail formidable en Amérique du Sud. En Afrique, il y a des institutions qui font un travail formidable en Asie du Sud-Est, etc. Et donc, à travers le réseau que nous créons, à travers les outils technologiques que nous apportons, à travers la digitalisation, l'intelligence artificielle, mais aussi faisant cela avec responsabilité pour de la biosécurité, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses excellentes, mais on peut faire des choses qui sont moins bien pour notre sécurité. On peut arriver, en combinant tout ça, à faire que le monde soit plus sûr et avoir des vaccins en 100 jours. Et c'est pour ça que je m'active à cela. Là, donc, j'ai découvert une nouvelle façon de voir le monde, j'ai découvert de nouveaux outils, une nouvelle façon de travailler, mais surtout, j'ai découvert l'énorme potentiel que le Global South a, mais qu'il peut avoir encore plus et que la technologie peut être un super catalyseur pour ça. Et donc, changer le monde en bien, où l'Afrique et le Global South jouent un rôle important, c'est quelque chose où je vois clairement des opportunités que je ne voyais pas avant d'être CEPI. Magnifique. Waouh, quel beau challenge, hein, de créer des vaccins en moins de 100 jours. Ça, c'est quand même assez challengeant pour un scientifique venant d'un écosystème aussi et en connaissance de cause, parce qu'effectivement, en Afrique, on a tendance à voir des épidémies qui naissent du jour au lendemain et parfois, on n'est pas du tout préparé. Effectivement, ça, c'est un très, très beau challenge, une belle opportunité pour revenir avec des solutions plus innovantes, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous l'avez bien cité, bien dit, l'intelligence artificielle est là avec tous ses ups and downs, tous ses côtés positifs et aussi négatifs. Et là, je pense que c'est une très, très belle opportunité pour améliorer ce qu'on est déjà et ce que vous avez déjà fait auparavant. Donc, à travers ce que vous avez découvert et ce beau challenge, comme on disait tout à l'heure, pour créer des vaccins en un temps record quand même. Aujourd'hui, vous êtes mené et amené à diriger une équipe internationale dans une organisation dont les bailleurs sont la Fondation Gates des États-Unis, des États et des philanthropes aussi. Comment dirige-t-on autrement ce genre d'équipe à l'international avec des fonds quand même aussi importants par rapport à une équipe à l'Institut Pasteur de Dakar? Alors, dans les fondamentaux, c'est pas très différent. Quand on dirige, moi, j'ai ce qu'on appelle les 5 P en général. Pour pay for people, je m'assure qu'on a les bonnes personnes qu'il faut. C'est très important d'avoir les bonnes équipes. La deuxième, c'est la priorisation. Il faut qu'on s'accorde ensemble sur ce que l'on doit faire et quelles sont les priorités, parce que ça nous permet d'être focus. La troisième chose qui est importante, c'est qu'il faut planifier les choses. Et donc, c'est le 3e P qui est le for planning, parce qu'il faut... toute exécution nécessite quand même d'avoir les choses où on s'accorde. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est le 4e P, c'est la practice. Yeah. C'est qu'on, particulièrement dans notre domaine, dans les épidémies, on a besoin de s'exercer pour faire de mieux en mieux ce qu'on fait. Et la dernière chose, c'est les performances. Il est très important de monitorer les performances. Donc, dans le principe, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est une touche qui est un peu plus personnelle, parce que dans ce volet international, le fait d'être africain me rend particulièrement sensible au volet humain dans l'équipe, que les gens soient très connectés ensemble, que les gens comprennent que nous travaillons dans un domaine où ceux qui attendent le fruit de notre travail, les communautés, c'est les gens qui comptent quasiment que sur nous, avec la vulnérabilité. Donc, avoir connu et travaillé dans des épidémies pendant 25 ans un peu partout dans le monde,
me permet de mieux les sensibiliser à l'importance de leur travail, parce que je dirige beaucoup de gens qui ont une expérience dans l'industrie, qui sont de très grands scientifiques, mais qui n'ont pas forcément ce contact avec la réalité. Ils font des vaccins, mais après, ils savent pas ce qu'ils deviennent. Alors, leur parler de femmes qui perdent leurs enfants dans des épidémies, des histoires qu'on a connues, les encourage, les motive, les inspire. Et je pense que c'est peut-être cette touche qui est différente là-dessus. Et ce qui est aussi un peu différent, à l'Institut Pasteur, on faisait les choses. Là, on travaille avec des partenaires. Et donc, à l'Institut Pasteur, on a créé des structures que vous avez rappelées, des centres de formation internationaux comme l'Afrobionet. On a créé des entreprises pour faire des diagnostics comme Diatropics, Madiba, etc. Là, c'est nous qui faisions les choses. Ici, on apporte des ressources et on accompagne. Donc ça, c'est un peu différent. Mais globalement, dans les principes sur comment on travaille, il faut inspirer les gens, il faut faire ça avec beaucoup de sérieux et d'excellence. Et il faut avoir en tête quel est l'objectif et l'impact. Très, très intéressant, très inspirant de pouvoir raconter vos vécus, vos histoires et utiliser le côté, on va dire, votre intelligence émotionnelle et surtout le côté empathique qui fait que vous êtes un leader et un dirigeant assez différent dans ce genre d'écosystème qui n'est pas forcément connecté avec la réalité. Très intéressant. Et là, je me posais aussi une question, bien sûr, ça c'est une qualité, mais y a-t-il une autre qualité de leadership, on va dire, si j'ose dire, de leadership africain, que vous avez ou que vous apportez à Londres? Bien sûr, il y a l'empathie. Y a-t-il autre chose qui change la donne, qui permet de faire les choses différemment? Alors, je pense que ce que je vois, moi, qui est très utile en tant qu'Africain, c'est deux choses. D'une part, il y a la générosité dans le partage. En Afrique, nous partageons beaucoup du point de vue connaissance. Enfin, il y a beaucoup de solidarité. Mais partager des connaissances de façon aussi généreuse, passer son temps à expliquer à un étudiant, passer son temps à parler avec un collègue, etc., voir des professionnels qui ne sont pas très sensibles à ça, ils viennent, ils font leur travail, ils partent. Mais créer ce lien, ça, je pense que c'est quelque chose qui est pour moi typiquement important pour le milieu dans lequel je travaille. Mais la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que il faut un sens éthique extrêmement important. Et ça, je ne le dis pas en tant qu'Africain, parce que les Africains ne sont pas forcément plus éthiques que les autres. Mais dans le domaine où on travaille avec la vie des gens qui nous font confiance. On travaille dans un domaine où les erreurs peuvent être catastrophiques. Et avoir à comprendre la dimension éthique du travail est pour moi central. Et parce que on sait qu'on doit être éthique, il faut abandonner des recherches, même si elles ont coûté très cher, et qu'on pense qu'éthiquement, ce qu'on souhaite faire ne marche pas. D'avoir l'intégrité pour dire il n'y a aucune raison qu'on fasse payer cher alors qu'on peut faire moins. Et vous parlez tout à l'heure de philanthropes comme Bill Gates, comme Wellcome Trust. C'est quand même des gens, pour parler de Bill Gates, qui chaque année, de sa propre fortune, donne 9 milliards de dollars à soigner, à vacciner, etc. Et je trouve que c'est un élan de générosité. Et quand on parle de philanthropie, les gens oublient que, au sens étymologique, la philanthropie, c'est juste aimer l'humanité. Et quand on aime l'humanité, chacun d'entre nous peut être philanthrope. C'est pas parce qu'on fait des chèques qu'on est un philanthrope, mais ce que vous faites avec Co-Leader, c'est de la philanthropie. Parce que vous aimez l'humanité, vous inspirez des jeunes, vous les aidez à grandir. Et pour moi, c'est une façon de faire de la philanthropie. Même si peut-être vous ne signez pas des chèques à dire, voilà, je vais mettre de l'argent, je vais payer des bourses. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté-là, aimer l'humanité qui me paraît important. Et avoir une dimension éthique dans le travail que nous faisons, c'est très important. Parce que dans la recherche, on peut très vite faire des choses qui ne sont pas très éthiques, si on ne fait pas attention. Magnifique. Merci beaucoup pour votre authenticité, et cette beauté de partage. Moi, je trouve ça très, très beau, humainement, à poser les mots là où il faut, choisir d'être éthique où parfois ça fait mal, parce que parfois, il y a des intérêts plus grands. Il faut choisir ses intérêts ou ses valeurs. Donc, je trouve ça, c'est très, très intéressant, très inspirant. Donc, maintenant, vous avez cette double vue, double vision, double vie, hein, une vie sur le continent et une vie à l'international, et notamment dans cette institution, donc, où les stratégies diffèrent, où les visions diffèrent, où les vitesses aussi diffèrent. Et donc, précisément, cette double expérience vous donne une certaine légitimité qui est, je trouve, une légitimité
unique, stratégique, pour parler de ce qu'il faut faire pour la santé de demain. Donc, c'est pour ça que j'y viens dans notre prochaine partie pour aller au cœur du sujet, au cœur de votre métier. Et là, je vais citer votre parcours 5 ans après Covid. Le moment où vous avez découvert, où nous avons plutôt découvert, nous, Africains, à quel point nous dépendons du monde, nous dépendons du reste du monde. Pour nos vaccins, pour nos tests, pour nos masques, sachant que c'est vrai que, comme le cas du Maroc et plusieurs pays africains, il y a eu des productions locales. Mais 5 ans, c'est court à l'échelle d'une vie d'un vaccin, et notamment à l'échelle de la santé publique. Et c'est long à l'échelle de la mémoire collective, quand même. Et là, pour être honnête, avons-nous réellement changé en Afrique? Est-ce qu'on a réellement fait une sorte de prise de conscience après avoir vécu cette expérience-là du Covid? Ou avons-nous déjà oublié ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'il y a bien évidemment, naturellement, beaucoup d'urgence en Afrique et donc on est peut-être moins conscient maintenant qu'on l'était en sortant de la Covid. Mais je pense qu'il y a quand même une dynamique qui est extrêmement importante et qui a changé la façon dont les Africains voient la santé après la Covid. Parce que justement, on a été dans une situation, alors que le monde se vaccinait à 75%, on avait 2% de vaccination en Afrique. Et donc cette prise de conscience sur de la souveraineté pharmaceutique et sanitaire, elle est aujourd'hui dans l'agenda politique de tous les gouvernants. Et ça, je pense que c'est une excellente chose. Et il y a quand même aussi de belles histoires qui en sont sorties, où on est passé quand même à une époque où on avait 1% de vaccins produits localement et on a cette ambition en 2040 d'en faire 60%. C'est un agenda ambitieux, mais il faut de l'ambition pour faire ce genre de choses. Il y a eu beaucoup d'investissements depuis la Covid. Aujourd'hui, hier, j'ai eu le plaisir de visiter Marbio au Maroc, qui a fait un site formidable pour les vaccins. Je pense que la Covid a été un accélérateur, même si le Maroc est un des leaders dans le domaine pharmaceutique. Leurs compétences et leurs trucs dans le vaccin étaient beaucoup moins qu'avant la Covid. Si vous visitez aujourd'hui l'Afrique du Sud, il y a 3 structures qui sont, si vous visitez le Sénégal, aujourd'hui avec Madiba, comme vous disiez, il y a un centre de recherche qui a été créé que pour faire des vaccins. Aujourd'hui, 50 jeunes s'activent, ont amené de la technologie comme l'ARN messager, développent des vaccins en utilisant l'intelligence artificielle et aussi forment l'ensemble du monde. Si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'autorités de réglementation qui sont à un niveau de maturité 3, qui est le niveau pour faire du vaccin, etc. Donc, il y a un progrès phénoménal qui a été fait dans cette prise de conscience. Maintenant, il faut que dans la durée, que ça continue. Et c'est en ça que le travail que vous faites aujourd'hui en parlant est un travail très important. Il faut que nos leaders continuent dans ce chemin-là, qui n'est pas un chemin facile, parce que ils doivent faire des arbitrages très difficiles sur l'énergie, la santé, les infrastructures, etc. Pour moi, privilégier la santé, c'est vraiment privilégier le futur. Parce que beaucoup d'experts économistes montrent que si vous avez 1% de la population qui a une meilleure santé, cela peut se traduire avec 3% de croissance. Et si ce 1% en meilleure santé est dopé par des technologies, on pourrait arriver à 10% de croissance. Donc c'est un investissement pas à long terme de faire des produits, de ne pas rester au banc du monde, de créer cette fierté nationale que nous faisons nos produits, de créer cette confiance dans nos produits très sophistiqués. Pour moi, on est mieux, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être continué. Et c'est un message qui me paraît très important. Malgré les urgences, on continue dans l'éducation, la santé, c'est très important. Et embrasser les nouvelles technologies qui peuvent nous permettre de faire ce qu'on appelle en anglais un leapfrog, un saut qualitatif. Parce que le futur de l'Afrique n'est pas forcément le passé des autres. Aujourd'hui, nous devons faire avec un futur en brûlant toutes les étapes par lesquelles les autres sont passés. Aujourd'hui, quand vous construisez une usine de vaccins, il ne faut pas la concevoir comme elle se faisait il y a 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup moins cher, avec moins d'argent, et faire des vaccins de plus grande qualité. Donc ce saut qualitatif qu'on peut appeler leapfrog en anglais, je ne sais pas l'équivalent en français, me paraît extraordinairement important. Dans ce domaine de crise, il y a de très belles opportunités, comme l'intelligence artificielle, comme les biotechnologies, qui sont en train de changer le monde sous nos yeux, comme l'Internet, etc., qui permettent aujourd'hui de dessiner un vaccin en 36 heures, de pouvoir le concevoir en quelques mois et le tester. Voilà, donc les choses qui prenaient 10 ans à développer un vaccin, aujourd'hui, on pense que dans
quelques années, on pourra le faire en 3 mois. Magnifique. Waouh. Et aujourd'hui, si on voit le côté enjeu ou risque que personne ne voit encore, que voyez-vous comme risque aujourd'hui dans notre écosystème et surtout dans la santé publique que l'on vit aujourd'hui? Alors, pour moi, ce que je vois comme risque majeur, c'est notre vulnérabilité par rapport à des pathogènes qui peuvent demain être des épidémies ou des pandémies. Nous ne sommes pas assez préparés. Aujourd'hui, si vous prenez la plupart des continents, et particulièrement l'Afrique, l'Amérique du Sud, probablement, ce qu'on connaît comme virus et danger, c'est moins de 1% de ce qui existe d'après les dingues. Donc, on a quand même des choses qui sont là, qui posent problème. Et donc, on doit continuer à étudier ceux qui sont dans nos forêts, dans nos écosystèmes, etc. Et donc, financer de la recherche de terrain, comprendre mieux. C'est un risque très important, parce que si on connaît les menaces aujourd'hui, on peut mieux s'y préparer. Le deuxième risque, c'est qu'il est important dans la priorisation des problèmes du monde que la sécurité soit un problème important, parce qu'il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui va dans la défense, mais la sécurité sanitaire a un enjeu, à mon sens, beaucoup plus important parfois que la sécurité physique avec les armes, etc. Ce que la Covid a fait en 2 ans, ça aurait été difficile de l'avoir dans un contexte de guerre, etc. Parce que le monde s'est arrêté. L'industrie a été stoppée, l'économie s'est effondrée, etc., etc. Et ça, c'est lié à un virus que personne ne voit. Donc, pour moi, investir dans le domaine de la sécurité sanitaire est important, mais elle peut se faire que dans l'équité. Un des enjeux, c'est vraiment l'équité. Personne ne sera protégé si tout le monde n'est pas protégé. Donc, investir en Afrique, dans les pays où les risques sont... c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, cette tendance n'est pas toujours vraiment dans l'agenda international. Et donc, c'est vraiment les risques que je vois. Ensuite, vous disiez tout à l'heure, en citant Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous avez raison. La science est une arme extrêmement puissante. Elle doit être faite dans un contexte qui est encadré, qui permet de la créativité, de l'innovation, mais de la responsabilité. Et ça, il y a un enjeu majeur que les scientifiques, aujourd'hui, beaucoup de sujets n'ont qu'une limite éthique. Sur le plan technique, on peut faire des choses phénoménales qui ne seraient pas du tout éthiques. Et donc avoir cette responsabilité, un enjeu éthique me paraît extrêmement important. Parce que les limites techniques et technologiques n'existent quasiment plus. On peut faire énormément de choses, mais il faut qu'on s'interdise. Comme quand on invente un couteau, on met une loi qui dit si vous l'utilisez contre quelqu'un, vous allez en prison. Aujourd'hui, les outils technologiques ont dépassé tout le cadre qui doit permettre leur utilisation responsable. Et c'est là où il y a quand même un risque et des enjeux. Et il faut que les philosophes, les hommes de sociologie continuent à aider à éclairer et encadrer la science. Les juristes, les religieux. Parce que c'est très important que la science soit bien utilisée. Magnifique. Je retiens un chiffre, 1% des épidémies qui sont seulement aujourd'hui connues à l'échelle mondiale. Et les 99 autres, ils sont dans la nature, en train d'évoluer, en train de grossir, en train de devenir plus puissants. Donc, effectivement, les dirigeants, ils ont intérêt, là, d'après ce que j'entends, à investir davantage dans la sécurité sanitaire que sur la défense. Je partage rapidement, je crois qu'on en a parlé l'autre jour. J'ai eu la chance de découvrir votre pays, le Sénégal, et notamment une région dans le sud, à Fatala, il y a quelques années, je crois il y a à peu près 2 ans. Et j'ai eu l'immense chance de marcher avec les lions dans la réserve de Fatala. Et durant cette marche, j'avais senti une piqûre d'une moustique que j'avais sous-estimée. Quelques semaines après, il s'est avéré que c'était la fièvre dengue. Et je peux vous dire que au moment où je l'ai su, j'aurais aimé qu'il y ait un vaccin ou un médicament pour me sauver. Et aussi, en ayant des informations par la suite, apparemment, c'était une épidémie à l'époque à Dakar et dans plusieurs villes au Sénégal et ailleurs dans plusieurs pays. Et c'était vraiment très, très intense. Effectivement, parfois, si on n'est pas bien encadré, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de l'hôpital militaire de Rabat qui m'a accompagnée, qui m'a sauvée, qui m'a soignée. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être reçue au Maroc après mon voyage. Et je peux dire qu'effectivement, si on reste dans cet état
dans cette situation où on ne connaît pas assez les épidémies, où on ne sait pas comment traiter certaines épidémies, ça peut être fatal et ça peut vraiment déchirer des familles et des communautés. Alors, vous parliez aussi très souvent, Dr Sall, de la souveraineté. Donc, la souveraineté sanitaire en Afrique. Et là, beaucoup de gens pensent que souveraineté veut dire indépendance totale. D'accord. Donc, produire ces vaccins, c'est de se couper du monde. Donc, les produire seuls ou faire de la science ou de la recherche seul. Vous êtes à CEPI à Londres aujourd'hui. Vous travaillez dans un écosystème international et vous savez que la souveraineté, c'est autre chose, évidemment. Donc, comment expliquez-vous cette nuance à un public qui s'y connaît pas forcément et qui s'y intéresse, parce que maintenant, on ne parle pas que de la souveraineté dans le monde de la santé, on parle de la souveraineté dans l'intelligence artificielle, on parle de la souveraineté dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, j'aimerais bien entendre ça de vous et de votre expérience. Oui, pour moi, la souveraineté, c'est de se donner les moyens d'agir. Et donc, de ce point de vue-là, soit pour son futur, pour le peuple, etc. Et de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire seul. On peut construire une souveraineté, y compris nationale, mais en travaillant en partenariat avec les autres. Je vous redonne le cas du vaccin. Nous avons travaillé au Sénégal à l'époque à faire des investissements à plus de 400 millions de dollars qui a été fait avec d'abord le gouvernement sénégalais qui a mis la main à la poche, et ça me donne l'occasion de remercier le président à l'époque qui était le président Sall, oui. Et qui ça a été poursuivi par son successeur. Mais cette démarche est très importante. Ensuite, les autres pays, que ce soit l'Europe, que ce soit les philanthropes, nous ont beaucoup aidés dans ça. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, à la fin? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal va avoir une capacité de 300 millions de doses de vaccins, qui va couvrir bien évidemment les besoins du Sénégal, et qui vont au-delà des besoins du Sénégal. Donc ça veut dire que non seulement le Sénégal s'est donné les moyens d'agir pour prendre en charge sa population, mais aussi au niveau de l'Afrique. Et donc, il ne s'est pas isolé. Et la même démarche a été faite dans le diagnostic. Et donc, aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait, le Sénégal, aujourd'hui, a mis sur le marché le premier test de rougeole au monde, qui est un test rapide et qui a des particularités pour gérer des épidémies qui aujourd'hui existent, y compris aux États-Unis. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que se donner les moyens d'agir avec les autres, pour moi, c'est ça que j'appelle la souveraineté. Elle peut se faire maintenant dans le domaine de la santé, comme je dis, dans le domaine des médicaments, elle peut être pharmaceutique. Et quand on parle de la souveraineté technologique, soit dans l'intelligence artificielle, il est extrêmement important aujourd'hui, dans un domaine qui va changer le monde, que nous ayons des gens qui soient formés, que nous ayons des gens qui peuvent prendre des initiatives, et qu'on ne soit pas que consommateurs, mais qu'on soit contributeurs. Et pour moi, c'est vraiment ce que souveraineté veut dire. Dans le domaine du vaccin, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui peuvent développer tout seuls dans leur coin un vaccin. C'est vraiment grâce à des réseaux internationaux, parce que quand on fait des recherches cliniques, on est obligé de le faire dans différentes populations. Quand on fait des investissements, on parle de milliards, donc il faut plusieurs personnes qui s'y mettent. Les équipes sont super internationales. Et donc, il faut se donner les moyens d'agir à l'échelle d'une nation, d'une communauté, etc. Mais il faut le faire avec les autres. Et pour moi, c'est ça que souveraineté veut dire. Okay. Et dans le domaine du vaccin en particulier, les virus ne connaissent pas de frontières. Donc, si vous n'avez pas le pays à côté qui fait de la surveillance, qui vous dit, écoutez, on a ce problème-là qui arrive, il faut commencer à vacciner vos populations. Vous ne pouvez pas être souverain réellement. Et que vous dites, écoutez, je vais mettre à disposition des vaccins pour que la prochaine fois que vous n'avez pas... Pour moi, c'est vraiment ça la souveraineté. C'est-à-dire, je me donne les moyens d'agir et je le fais avec les autres. Effectivement, hein, se donner les moyens, être informé aussi. D'ailleurs, à travers mon expérience, en arrivant à l'hôpital militaire de Rabat, ils étaient déjà au courant de l'épidémie qui existait au Sénégal et ils ont su automatiquement, sachant que d'autres cliniques privées, parce que j'ai été reçue avant d'aller à Rabat dans des cliniques privées ou hôpitaux d'autres hôpitaux qui ne sont pas forcément connectés avec l'écosystème international, ils n'étaient pas informés, ils ne savaient pas exactement diagnostiquer ce que j'avais. Et je pense que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, merci. Alhamdulillah. Effectivement, donc, ce co-développement, si j'ose dire, donc, dans cet écosystème international, où on se donne les moyens pour parler de souveraineté. Vous avez développé à travers votre passage à l'Institut Pasteur de Dakar
des plateformes comme CEDAR et Vaccen, justement pour faire entrer des entreprises privées dans le marché africain via des partenariats. Pourquoi est-ce que le privé africain doit prendre la main sur la santé du continent et qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui dans on va dire, les fonds publics? Alors, je pense que le privé, il y a quelques très belles initiatives qui existent aujourd'hui dans ce domaine. Hein. Donc, ils y sont, à mon avis, pas suffisamment. Et pourquoi ils doivent y être? Parce que par définition, si un privé veut faire du profit, je pense que la santé, moi, si j'étais eux et avait leurs moyens, je parierais dessus. Parce que personne ne peut se passer de santé. L'Afrique est dans une progression démographique qui n'existe nulle autre part ailleurs. Donc, il y a un marché assez important pour le futur. Et les opportunités de faire des profits sont excellentes tout en faisant du bien. Parce que le rôle de l'entreprise, c'est de faire progresser quand même les sociétés. Donc, pour moi, c'est une excellente opportunité sur le plan économique et sur le fait de pouvoir faire progresser les sociétés. Et je ne vois pas de meilleures opportunités pour faire les deux. Maintenant, quelles sont les choses qui bloquent? Comme dans beaucoup de secteurs, le rôle de l'État pour permettre que le secteur privé puisse faire son travail important par des incitations fiscales, en donnant au privé le cadre juridique qui lui permet d'agir, en lui donnant la sécurité du point de vue de la justice pour faire des investissements en toute quiétude, savoir que l'environnement réglementaire financier est fait. Maintenant, dans les domaines dont on parle, le vaccin, l'industrie, il y a besoin de beaucoup d'intrants qui dépendent quand même de l'État. Il faut de l'énergie qui soit pas très chère, il faut quand même des circuits d'approvisionnement qui dépendent beaucoup de l'État. Il faut, pour faire un vaccin, on va dire, il faut entre 200 et 300 ingrédients. Donc, où que vous soyez, vous avez besoin de les faire venir de quelque part. Et vous avez besoin beaucoup surtout d'une stabilité et d'une confiance pour investir. Et ça dépend beaucoup de l'État, des régimes en place. Et donc, pour moi, c'est ça qui sont fondamentalement les blocages. Maintenant, un volet sur lequel je voudrais beaucoup insister, parce que je sais que vous êtes très intéressé par le problème des jeunes, il faut de la ressource humaine et des ressources humaines de qualité. C'est pour ça que investir massivement dans la formation, dans les domaines très pointus, me paraît essentiel. Et ça, c'est le rôle de l'État et aussi du privé, de former les gens qui sont dans leurs entreprises. Ah, ok, très intéressant. Effectivement, le rôle de l'État est majeur. Surtout sur le volet de la régulation, des taxes à mettre en place, de la facilité et d'assurer la mise en place de l'infrastructure qu'il faut, et notamment l'infrastructure liée à l'énergie. C'est des points clés. Et bien sûr, la formation et la préparation des jeunes et des générations futures qui vont assurer la suite. Et là, puisqu'on parle de générations futures, et notamment la Gen Z, qui parle de génération future, parle de l'intelligence artificielle. C'est le futur, c'est déjà le présent pour plusieurs d'entre nous et eux. Et donc là, je veux bien m'intéresser un peu plus au rôle de l'IA, de la donnée. Et de la donnée, bien sûr. On a été amené durant GITEX Casablanca de parler de plusieurs sujets, mais notamment l'importance et le rôle de l'intelligence artificielle dans l'évolution et dans la, on va dire, protection des données. Parce que les données liées à la santé, et notamment au vaccin, et la virologie, l'épidémiologie de manière générale, elle est très sensible. Donc, vous avez été du côté de la fabrication vaccinale et de la riposte épidémique. Comment voyez-vous la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui et des données de la santé africaine de demain? Alors, je pense que c'est un domaine qui est important et qui va changer toutes les règles du jeu, en termes de vitesse, en termes de sécurité, etc. Et donc, c'est quelque chose que l'Afrique doit absolument s'approprier, et pour lequel la limite est, les seules limites, c'est la créativité, et pour lequel l'Afrique regorge de talent et de créativité. Il n'y a qu'à voir nos artistes, il n'y a qu'à voir... donc, on a des jeunes très créatifs qui, quand on leur met les outils qu'il faut, va être un accélérateur formidable. Donc, c'est vraiment... il faut qu'on s'en saisisse. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est absolument essentiel de faire ça avec de la responsabilité. Pourquoi? Parce que l'IA va impacter la vie des gens. Parce que l'IA va changer la façon dont on travaille. Mais surtout parce que l'IA peut être dangereux. On voit déjà des émissions qui sont faites complètement, qui détournent les objectifs. Mais quand je parle du domaine particulier des vaccins, l'IA va permettre d'accélérer toutes les étapes. Depuis comment on dessine, comment on conçoit un vaccin, les essais cliniques, l'exécution de la fabrication, etc. Comment on le livre, comment on vaccine les gens avec.
toutes les étapes vont être accélérées. Donc, c'est un super outil. En même temps, l'année dernière, vers le mois d'avril ou mai, si je me souviens, il y a une publication qui est sortie qui montrait comment, à partir de l'IA, on peut créer tout un virus en se basant sur des informations et qui semblait être encore plus efficace pour détruire une bactérie que ne l'était le virus auquel il ressemble le plus, qui servait d'inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on utilise ça pour détruire une bactérie, c'est une excellente chose. Mais si on l'utilise pour faire quelque chose de mal avec un virus plus performant, on se retrouve dans une situation où ça devient un problème de sécurité. Donc pour moi, l'IA, vu que ça va très vite, vu que ça peut avoir des conséquences fâcheuses, particulièrement dans le domaine de la santé, dans tout ce qu'on parle maintenant de génomique, il est absolument essentiel de l'encadrer de façon très, très stricte dans son utilisation. Et je pense qu'il y a toute une prise de conscience qui est en train d'être faite. Donc, grosse opportunité. En Afrique, on devrait s'en saisir, l'utiliser, mais en ayant en tête qu'il faut une utilisation responsable. Ouais. Merci beaucoup pour votre partage. Vous êtes aujourd'hui, Dr Sall, vous êtes le premier Africain noir à avoir dirigé l'Institut Pasteur de Dakar depuis sa fondation en 1924. C'est quand même 100 ans d'histoire que vous avez porté. Aujourd'hui, vous êtes parmi les premiers Africains à diriger une stratégie mondiale dans une grande organisation comme le CEPI, une organisation de santé internationale. Qu'est-ce qui pèse d'être un premier dans une institution et qu'est-ce que cela impose et qu'est-ce que cela libère en vous? Alors, pour moi, le fait d'avoir été premier Africain, pour être très franc avec vous, dans le monde scientifique dans lequel on vit, est intéressant sur le plan anecdotique, mais le niveau d'excellence dans lequel les Africains travaillent aujourd'hui me paraît quelque chose de quasi banal. Maintenant, votre question est intéressante parce que si elle est perçue et la perception est importante, cela donne un devoir d'exemplarité. S'il y a quelque chose qui pèse, c'est de dire, si on devrait juger les Africains à travers le fait que je suis le premier Sénégalais à occuper cette position, je me dois d'être exemplaire. Parce que je souhaite que beaucoup d'autres Sénégalais, et que le fait d'être Sénégalais ou Africain ne soit pas un obstacle à l'accès à ces postes où on peut faire beaucoup de choses, et mieux que beaucoup de gens, parce qu'ils comprennent moins la culture, ils comprennent moins le contexte, ils comprennent moins l'écosystème. Donc ce devoir d'exemplarité, d'ouvrir des portes pour d'autres, c'est ce que je peux dire, et quelque chose auquel on pense. C'est pas une obsession, mais c'est important. La deuxième chose, c'est que, puisqu'on a pu, par un certain chemin, arriver à ce poste, il est extrêmement important de donner et de faire en sorte que ces opportunités soient beaucoup plus importantes, de paver le chemin, de donner plus de bourses, de donner plus de... Parce qu'on connaît les difficultés, ça a été challenging. Et de préparer beaucoup de jeunes à ce qu'ils occupent ces postes, c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Maintenant, quand on le fait au niveau de CEPI, c'est à peu près la même chose. On a besoin de montrer que ce qu'on peut apporter en venant du Global South dans ces niveaux de décision est absolument indispensable, voire extrêmement important dans la vision finale pour avoir de l'impact. Parce que c'est pas quelque chose qu'on approche en théorie, mais c'est des choses qu'on vit, qu'on les a vécues étant étudiant, étant stagiaire, étant dans les épidémies, etc. Et apporte une vision qui souvent est beaucoup plus utile qu'une vision plutôt technique. Et donc c'est ce que je disais, ce que les communautés vous apprennent impacte des décisions mondiales, et je pense que c'est ça notre rôle. J'aime pas trop le terme ambassadeur, mais c'est un peu ce travail-là de dire je me dois être le porte-voix de ces communautés et être exemplaire pour que mon niveau d'intégrité et le degré d'impact que ces communautés m'ont appris puissent servir l'agenda du Global South. Ça, c'est pour moi très important. Très intéressant. Là, on va rentrer un peu plus en deep dive into your inner youth perspective, surtout le côté, on va dire, votre passé en étant jeune, stagiaire. Je donne une date, 1993, ça veut dire quelque chose.
Si vous deviez écrire une lettre avec un message clé à vous-même, aujourd'hui, quel serait le message le plus important que vous souhaiteriez vous dire à cette époque-là? Sachant que parmi nos auditeurs, il y a plusieurs jeunes étudiants, scientifiques, chercheurs qui sont en train de chercher à s'élever, à s'inspirer, à évoluer, pourquoi pas comme vous, dans votre belle carrière. Voilà. J'aimerais bien... J'aurais dit, sois encore plus ambitieux que tu ne l'as été pour ta communauté. J'aurais dit, arme-toi jusqu'aux dents de connaissances. J'aurais dit, va découvrir toutes les cultures et prends ce qu'il y a de mieux chez elles. Et j'aurais dit, il n'y a aucune limite à ce que la science peut faire. À toi d'aller chercher cela, mais aie la responsabilité d'en faire un usage utile. Et un usage qui va dans le sens du bien des communautés. C'est ce que j'aurais dit, écrit. Une belle lettre porteuse d'espoir. Absolument. Et j'aimerais bien, pour conclure, avec notre signature à Leaders for Africa, où on rêve grand, en tout cas on encourage nos leaders africains et panafricains à rêver grand. Donc, Big Dreams are still in Africa, c'est une phrase qui m'a inspirée depuis ma première expérience et mon premier voyage en Afrique de l'Ouest. Et c'était particulièrement au Bénin, dans un petit village où j'ai vu un petit jeune jouer au foot. Il a marqué un but, il a crié comme un champion sur un stade énorme. Et j'ai rigolé et je lui ai dit, c'est quoi ton rêve le plus grand? Il a dit, je vais être le premier joueur footballeur du monde. Ballon d'or, il commençait à sourire avec ses jolies dents. Il était très très jeune, je crois 7 ou 8 ans. Et c'est là où j'ai eu le déclic et j'ai dit, Big dreams are still in Africa. So we have to work on that. Et j'y crois profondément. Et donc, notre rôle dans ce podcast, c'est aussi de récolter ces grands rêves et de celles et ceux qui peuvent les rendre aussi possibles, d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes. Aujourd'hui, en 2026, à Londres, à 58 ans, Dr Sall, dans ce nouveau rôle, quel est encore votre big dream? Mon rêve le plus grand, c'est que dans le domaine de la santé et les épidémies dans lesquelles je travaille, que l'on puisse amener les outils en utilisant la science qui va protéger les communautés. Ça, c'est vraiment le rêve que j'ai, que je poursuis et que j'essaye de faire venir partout. Et c'est quelque chose que je ne saurais faire seul et que j'aimerais faire avec tout le monde. Vous parliez de rêve dans les termes. Et il y a quelques années, j'ai vu chez les surfeurs qu'ils avaient un slogan que je trouvais intéressant qui disait « Face your fear, live your dream ». Si vous vivez les rêves et que vous les exécutez, vous fassiez tout pour il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Ouais, et pour moi, c'est vraiment très important. On est tenaillé par des peurs, mais il faut y aller. Ouais. Il faut vouloir résoudre de très, très grands problèmes. Il faut avoir ce type d'ambition, mais ne pas avoir peur de faire ce qu'il faut. Si ça veut dire que vous changez de continent, il faut le faire. Si ça veut dire que vous allez étudier à l'étranger, il faut le faire. Et pour moi, c'est comme ça qu'on y est arrivé. C'est ça qui explique que moi, jeune Sénégalais de Dakar, je me retrouve aujourd'hui à Londres après avoir eu l'énorme privilège de parcourir le monde. Ouais, magnifique. Docteur Amadou Alpha Sall, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre honnêteté, votre ouverture du cœur et de l'esprit aussi. Nous avons été ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Quand même, ces 3 jours d'affilée, c'était pas facile. Aujourd'hui, avant de démarrer votre parcours vers notre ville impériale Fès, pour votre pèlerinage, j'ai vraiment l'immense honneur de vous avoir. Merci encore une fois. Et bien sûr, vos mots nous ont fait voyager, nous ont inspirés.
nous ont donné un coup de boost, une sorte de booster pour nos jeunes chercheurs, nos jeunes étudiants, nos leaders actuels. Je pense que ces mots, ils font voyager de Casa à Dakar à Yaoundé à Cape Town, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, et bien au-delà. Merci encore une fois. Donc, à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si ce podcast vous a inspiré, vous a éveillé, vous a emporté, vous avez fait voyager, merci de le partager pour plus d'impact et pour inspirer davantage nos jeunes, nos futurs leaders de demain, d'Afrique et d'ailleurs. Merci encore une fois. Et n'oubliez pas, Big Dreams are still in Africa. Il faut y croire et continuer de travailler et d'évoluer et de co-développer ensemble. Merci. Au revoir. Merci, docteur. Je vous remercie beaucoup et merci d'avoir parlé de Fès, qui est une ville que j'adore, qui est une ville marocaine, mais qui pour moi est très importante, puisque dans la vie, tout est spiritualité. Et donc, je suis toujours heureux de visiter et je suis heureux que nous ayons eu cet entretien dans votre pays que j'adore et juste avant d'aller à Fès. Merci. Merci à vous, docteur. Je vais juste vous remercier de vive voix. Merci. Et j'espère qu'on va vous retrouver très, très prochainement, peut-être à Casablanca ou à Ben Grir ou à Essaouira, justement pour partager votre sagesse et la lier à la science et le leadership de demain. Merci encore une fois. Merci beaucoup, madame.